Je dis pas que j'ai du mal à me concentrer en ce moment, je dis juste que quand j'ai vu la photo de cet excellent cosplayer, je suis resté 10 minutes à me demander à combien on pourrait réveillonner aux fruits de mer avec un seul Davy Jones. Tiens, et si vous vous emmerdez pendant le réveillon, je vous propose un petit jeu à boire. Vous regardez le replay du commis-joueur avec Philibert sur Marvel Champions et vous buvez une gorgée à chaque fois qu'on s'est peut-être un petit peu arrangé avec les règles. Je ne braillerai rien sans mon avocat. En attendant, on s'est vachement bien amusé et c'est ça qui compte. Et je vous donne rendez-vous dès 2022 pour des nouveaux commis-joueurs. On reviendra avec du lourd. Si vous avez des idées de jeux à me donner, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ah tiens, une petite campagne d'utilité plus que publique. Le 19 janvier prochain, notez-le dans vos agendas, sort la prochaine dinguerie, la toute nouvelle BD de Bruno Bessadi, L'Ogre Lion chez Draco, où on verra le parcours, la quête de Kagozi, qui est un lion qui va être habité par un démon, une entité démoniaque, et qui va se mettre en quête de vérité pour retrouver son peuple et délivrer les siens. On va en reparler sur la chaîne, ça va être un événement, vous verrez. Et en attendant, pom pom pom, ici votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 328e JT Comics et on apprend justement que Zoé Kravitz s'est entraînée au rôle de Catwoman en étudiant des lions. Alors on pourrait lui dire, ouais, tu t'es gouré, tu n'as pas été casté pour faire Mufasa, mais si elle n'avait étudié que des chats, elle aurait passé tout le film à alterner des périodes de dodo et de toilette intime en position de souplesse extrême, et en plus, dès que Batman se serait mis au bord d'un bâtiment, elle l'aurait poussé. Finalement, mieux vaut les lions, et il est temps pour moi de vous rugir les news de la semaine. NFTM. S'il vous fallait encore la preuve que le T de NFT est le même que celui de DTC dans ton cul, eh bien je vous présente Liam Sharp, un artiste au pelage soyeux, un troubadour du pinceau que le monde de l'art numérique aurait dû rendre plus heureux, plus épanoui, un petit peu comme le vélo du livreur Uber. Liam Sharp qui aurait pu profiter de cette grosse bulle spéculative de revente de fichiers JPEG aussi uniques qu'un Bogdanov pour aller buller sur Mars avec Jeff Bezos ou le Dr Manhattan. D'ailleurs, les a-t-on déjà vus dans la même pièce? Sauf que pour les quelques artistes qui sont devenus millionnaires ou dont le train de vie s'est largement amélioré maintenant que c'est un petit peu retombé, eh bien il y a des Liam Sharp qui se font régulièrement voler leurs œuvres privées qu'ils mettent sur des sites comme DeviantArt par des types qui sont très doués pour faire des CTRL-C, CTRL-V et se faire de la thune avec des œuvres qui ne leur appartiennent pas. Ce que ça peut donner, c'est que les artistes vont finir par ne plus du tout mettre en ligne d'œuvres personnelles non licenciées puisqu'ils n'ont déjà pas le temps de tout donner sur des planches de comics qui éclatent la rétine, un petit peu comme le Batman reptilien de Liam Sharp avec Garth Ennis, qui leur apporte maximum quelques centaines d'euros à l'unité, et en plus d'aller faire les flics sur tous ceux qui se font 10 fois plus en volant leurs œuvres. Quel drôle de monde. Petit et costaud. Bon, j'ai vu Spider-Man No Way Home, je vais vous en parler, vous faire un petit débrief, donc je laisse à tous ceux qui ne voudraient pas être spoilés le temps de cliquer sur la barre de défilement pour aller directement à la prochaine news. Alors que dire en gros, mis à part que j'ai kiffé globalement. Ils ont fait ce qu'ils avaient quasiment de mieux à faire avec ce qu'ils avaient. Alors évidemment qu'il y a des grosses absurdités, mais c'est à ça aussi que sert la magie. Personne ne va demander pourquoi est-ce que tous les types ils essayent de scier des meufs en deux ou de te faire disparaître d'une armoire. On est content du spectacle, on est content surtout de voir que dans la majorité des cas, la meuf elle s'en sort quand même indemne. Donc un scénario très léger qui vient rendre hommage et en même temps conclure plus de 20 ans d'adaptation de Spider-Man au cinéma. Et alors, pire que le scénario, moi j'ai quand même trouvé que la mise en scène était un peu légère. Dommage que ça soit pas un Sam Raimi, même un Mark Webb qui s'en soit chargé, parce qu'il y a des plans qui auraient pu être bien plus grandioses qu'avec John Watts, qui je trouve fait quelque chose d'assez fade et des fois illisible sur certaines scènes d'action. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, moi en tout cas ça m'emmerde un peu que ça soit lui qui se charge de l'arrivée des 4 Fantastiques dans le MCU, mais bref, j'ai évidemment adoré voir revenir Andrew Garfield, que j'apprécie tout particulièrement, Tobey Maguire aussi, même si pour moi c'est Sam Raimi qui le rendait vraiment exceptionnel en Spider-Man, et puis j'ai kiffé enfin voir Tom Holland devenir Spider-Man après 6 films du MCU, parce que ce minot est doué. Donc c'est quand même le soft reboot le plus long de l'histoire du cinéma. J'ai kiffé voir Tante May crever parce que c'est super audacieux. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse ça. Dans les comics c'est interdit. Elle a 180 ans et même si elle crevait, je pense qu'il jouerait avec son cadavre pendant au moins 20 chapitres après sa mort, et moi aussi d'ailleurs. Toutes les pièces sont en place pour le Spider-Man du MCU, celui qu'on préfère, celui qui est
dans une extrême galère sur tous les plans, à savoir celui qui a tout simplement sa petite antenne dans une main et son couteau lui aussi doté d'un bourron dans l'autre, celui qui a compris le sens du sacrifice et son devoir. Si on veut voir un film mieux tissé, on ira voir du côté du Into the Spider-Verse, l'animation c'est beaucoup plus libre et beaucoup mieux pensé à mon goût. Et là où je suis un petit peu déçu, c'est avec Kevin Feige. Pas maintenant, pas toi, pas après tout ce que t'as fait, Kevin. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as été dire une semaine avant la sortie du film que oui, Charlie Cox reviendrait en Daredevil dans le MCU? On sait pas quand, on sait pas comment. Tu aurais pu nous laisser découvrir l'avocat anti-émeute préféré de l'univers Marvel. Ah ouais, non, là je te comprends pas ma couille, je suis déçu. En attendant quelque chose qui ne me déçoit pas, et attention spoiler sur la série Hawkeye, puisque vous pouvez faire revenir toutes les araignées, tous les aveugles que vous voulez. Le moment du MCU qui m'a fait kiffer cette semaine, c'était pas dans No Way Home, mais c'était dans Hawkeye, dont le niveau ne cesse de me surprendre, ne serait-ce que le niveau de jeu, mais c'est normal avec des actrices comme Hailey Steinfeld et Florence Pugh, on s'attendait pas à moins que ça, et puis la fin de ce faux suspense. Et évidemment que le big guy, le big boss, c'est Wilson Fisk qui revient et il est incarné par Vincent D'Onofrio. Alors j'espère qu'ils vont pas trop l'édulcorer. Moi je l'aime bien en gentleman un petit peu létal, le portier qui t'ouvre la porte mais te fracasse le crâne avec, on le connaît. Et j'aime vraiment l'état actuel du MCU. Ils ont de quoi faire du sale, de quoi nous faire du Marvel Knight, du Marvel Max. Là c'est très excitant ce qui peut se passer avec l'arrivée de héros et d'antagonistes beaucoup plus urbains, beaucoup plus terre à terre. On va peut-être pouvoir oublier tous les volets cosmiques, tous les aliens violets, se concentrer sur les problèmes du bitume, on va dire, avec un Moon Knight qui va pas tarder à arriver, avec Daredevil, avec Wilson Fisk, avec Spider-Man qui en revient aux fondamentaux. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Il revient. Le Punisher revient dans l'univers Marvel. Ça y est, enfin, il était temps et on nous dit que la prochaine étape du crâneur encore plus mortel que n'importe quelle pandémie va être cruciale, puisque le personnage va être réinventé à la suite de trop nombreuses polémiques. Vous le savez, l'aspect anti-héros de Frank Castle et sa vision expéditive de la justice en a séduit plus d'un depuis 1974. Alors on peut dire qu'elle est bon séduit, un petit peu comme moi. Moi c'est un de mes personnages préférés, mais pour son côté tragique, Memento Mori, pour son côté cathartique, il sert aussi à purger les passions, et il y en a certains qui ne devraient pas être séduits, mais qui n'ont pas trop compris peut-être le personnage, puisqu'on a vu le logo en plus dégueulasse du film de 2003 sur des bagnoles de flics américains, sur des matraques de CRS français, ou bien sur des costumes de l'armée de tous horizons, aussi bien occidental que oriental. On l'a vu aussi sur des milices d'extrême droite qui se revendiquent comme telles. Je le dis parce qu'il y a toujours quelqu'un pour venir t'expliquer que l'extrême droite c'est un délire inventé par un végétarien un petit peu carencé. Donc Marvel avait mis en pause au moins 2 voire 3 projets liés au Punisher. Il avait exfiltré de certaines séries comme l'excellente série Savage Avengers, et ils avaient confié à Jason Aaron le soin de réinventer le personnage. On sait qu'il a la capacité de le faire puisqu'il avait pris la suite de Monsieur Garcenis sur le Punisher Max pour faire le volume 2 où il m'avait vraiment scotché. Il avait introduit dans l'univers Max Elektra, le Caïd, et c'est une dinguerie que je vous conseille de lire. On sait que ça va raconter le présent du Punisher et son futur, mais à la lumière de son passé. Donc je peux vous annoncer moi que c'est Paul Azaceta qui va se charger de dessiner tous les flashbacks, tandis que Jesus Saiz fera le reste. Aaron va tenter de répondre à la question qu'est-ce qui a fait basculer Frank Castle avant même le fameux pique-nique tragique qui a changé sa vie. Je pensais que Garcenis y avait déjà répondu dans le Punisher Born, donc ça risque peut-être d'être du marquage de territoire à double pipi cette affaire. Changement de carrière pour le Punisher qui va se retrouver à diriger l'organisation d'assassins ninja de la main. On nous dit que ça va poser les bases pour une évolution fondamentale de Frank Castle, un petit peu comme un petit Pokémon qui renverrait des cadavres aux dresseurs adverses. Un nouveau logo évidemment qui est plus inspiré de l'imagerie diabolique asiatique. Moi je suis évidemment très chaud pour ce qui est des polémiques, ça n'empêchera pas ceux qui ont décidé de se l'approprier même sans avoir lu aucun comics, de continuer à le faire. C'est un petit peu comme la demi-molle quand tu lis le run d'Ennis sur le Punisher Max, c'est inévitable. Ça tourne. Et dans le reste de l'actu ciné, maintenant que les araignées sont sorties, eh bien les chauves-souris peuvent venir reprendre un petit peu leur place. Matt Reeves explique qu'il a lutté, alors qu'à la base c'était quand même un projet avec le Batfleck, pour faire de son Batman un projet un petit peu en dehors de l'univers étendu d'ici, quoi que ça veuille dire, et pourquoi pas après tout, maintenant qu'on voit en plus que le multivers va être exploré dans le prochain The Flash, mais que les 2 Batman qui y jouent, le Batfleck et le Bat Keaton, apparemment n'ont aucune interaction en plateau.
plateau du moins, alors à moins qu'il fasse beaucoup d'effets spéciaux, je sais pas, hein. On nous dit que là il va avoir un ton particulier pour son Batman, on l'avait compris, hein. Bruce Wayne qui sera inspiré de Kurt Cobain, hein. Alors il me tarde pas de voir l'adaptation du Batman Year 27, mais blague à part, c'est assez intéressant cette affaire puisque ça nous permet de nous éloigner de la vision playboy du Bruce Wayne, hein, pour venir s'intéresser à celle qui est assez obsessionnelle, qui vit reclus et qui est très destructeur, hein, et ça vient poser les bases pour un univers, et quand on sait qu'il y a déjà 2 spin-offs de prévus au moins, hein, eh bien on veut bien le croire. Bon, et sinon il y a encore Dwayne Johnson qui a fait une remontée acide de testostérone pure et qui veut se taper avec tout l'univers Marvel, hein, puisque il a posté cette photo avec Simu Liu et il lui a dit qu'il lui faudrait plus de 10 anneaux s'il voulait le prendre. En gros, je pense pas qu'il veuille l'épouser avec une bague à chaque doigt ou qu'il empile les cock rings sur son mini The Rock. C'est dit sur le ton de la blague évidemment, hein, mais quand on voit que l'artiste George Perez est atteint d'une forme très grave de cancer et que ni la Warner ni Disney ne semblent vouloir se bouger pour rééditer le GLA Avengers qui est iconique et qui pourrait faire plaisir à beaucoup de monde et qui pourrait être intéressant de le rééditer maintenant pour lui faire un petit peu de thunes, ben je me dis que c'est pas demain qu'ils vont faire un film avec un cocktail de leur propriété, hein. Bon, sinon en bref, Matthew Vaughn a annoncé un reboot prochain de Kick-Ass et je me souviens que j'avais vécu une expérience excellente de relecture quand j'avais relu les 3 principaux Kick-Ass, hein. On voit bien quand on les lit d'affilée l'aspect cyclique et on le verra aussi dans les films puisqu'apparemment c'est reparti pour un tour, hein. Culture du caméo puisque Wonder Woman fera une apparition dans Shazam 2 apparemment, hein. Le Freak Angels, la série animée tirée des comics de Warren Ellis et de Paul Duffield, devrait débarquer fin janvier. Ça sera sur Crunchyroll, un style d'animation très asiatique, et ça racontera l'histoire de télépathes dans une New York post-apocalyptique. Puis un autre scénariste qui connaît les chemins de traverse vers le petit écran, hein, c'est Brian Michael Bendis qui s'est vu proposer d'adapter sa Legends of the Super Hero pour une série HBO Max. 100% comics. Puis on prend des nouvelles de la source pure, hein, les comics. Sachez que Dark Horse, l'éditeur, a été racheté par un groupe suédois qui est très bien implanté dans le secteur du jeu vidéo, qui remporte toutes leurs propriétés intellectuelles. Donc ça va bouger, hein. Sur les dépêches, on nous dit que c'est un mariage heureux. On verra après la lune de miel. Puis sinon avec eux il y a toujours beaucoup de poils et un mec qui tire en premier. On dirait un pitch d'un vieux porno allemand des années 70. Mais non, hein, c'est la prochaine série de comics Marvel Star Wars qui sera dédiée à Chewbacca et Han Solo, hein. Les deux vont accepter un coup qui semblait facile, hein, de Jabba the Hutt, et ça risque de se compliquer, hein. C'est dessiné par David Messina et mise en scène par Mark Guggenheim. Sean Murphy a enfin annoncé la prochaine pierre de son Murphyverse sur Batman, hein. Après The White Knight, après Curse of the White Knight, voici Beyond the White Knight, hein. On est à Gotham City, ça fait 10 ans que Bruce Wayne est emprisonné, mais Terry McGinnis va aller lui voler un costume pour reprendre un petit peu le flambeau et Bruce Wayne va s'évader pour aller le tabasser, c'est la base. Et apparemment il va avoir besoin en plus de Jason Todd, hein, pour l'aider, hein. C'est toujours pareil avec Sean Murphy, la couverture est un petit peu brouillon, mais on sait que l'intérieur sera une véritable pantoufle pour la rétine, hein. Et en parlant de Doux Carnage justement, hein, Carnage c'est un personnage qui va avoir 30 ans, hein, et qui verse toujours autant de sang, et à l'occasion de son anniversaire, et bien Marvel lance une nouvelle série sur le personnage et on sait désormais que c'est Ramvi qui va se charger de l'écriture. En plus, le symbiote est totalement libre de son ancien propriétaire. Plus de Cletus Cassidy, hein, et Ramvi nous dit que c'est ce qu'il a écrit de plus tordu dans l'horreur, hein, quand on sait ce qu'il fait. Je dis oui, puisque c'est le roi, hein, justement. Tom King, lui, va écrire une nouvelle série sur Batman, alors qu'il se passera avant que Batman et Catwoman aient joué, hein, à la chatte et à la chauve-souris sur tous les toits de Gotham, puisque ça serait bizarre sinon, hein, puisqu'en gros là c'est Catwoman qui va organiser avec l'homme mystère et avec le pingouin un cambriolage et qui va voler un artefact très cher à Bruce Wayne. Alors est-ce que c'est son catalogue de petits orphelins à adopter? Est-ce que c'est le moule de ses tétons pour les comparer à ceux qui sont sur l'armure? Ou est-ce que c'est les photos coquines d'Alfred qu'il prévoit de revendre sous forme de NFT? Il faut bien gagner de l'oseille chez One Enterprise. On verra bien, hein. Et puis dans la série Faux Suspense, Marvel a enfin officialisé la prochaine série de Chris Claremont qui va se charger de Gambit, hein. Mais on revient dans le passé, dans les années 90, quand Gambit a rencontré pour la première fois Tornade, hein, et qu'elle était sous sa forme infantile puisqu'elle avait été réduite à ça, hein, par un vilain qui s'appelait Nani. On sait qu'il y aura au moins grand minimum 3 épisodes, hein, puisque Chris Claremont
clairement faisait du teasing pendu, mais vraiment force zéro. En juillet dernier, il disait qu'il écrivait le numéro 3. Et c'est plutôt cool que Marvel lui laisse faire quelque chose d'autre que simplement un petit one-shot par-ci par-là. Donc on verra bien, on va lui laisser sa chance évidemment. Et enfin, très très bonne nouvelle de la part de Joshua Williamson qui va écrire un récit pour le DC Black Label. Hein, vous savez, le label mature où vous pouvez pratiquement tout dire, hein, sauf montrer le Bat-Boob. Hein, là, il va faire quelque chose d'intéressant. Ça pue le comics indépendant, hein, puisqu'il va réunir 10 ans plus tard, hein, tous les vilains de Flash, hein, qui vont se réunir pour un dernier coup à l'initiative du Captain Cold. Et ça risque d'être chaud, en tout cas, hein, moi je suis bouillant, puisque Williamson maîtrise bien l'univers de Flash et que ça sera dessiné par l'artiste Léo Max. Lisez, hein, cette semaine j'ai été bien occupé, hein, j'ai pas eu le temps de dire grand chose qui vaille le coup d'être mentionné ici. Je pourrais vous parler, hein, du crocodile qui avait peur de l'eau, bien de la petite puce qui cherche une nouvelle habitation pour loger en gros, hein, c'est ce que je lis avec mon fils. Ou alors je pourrais vous dire à quel point la Peppa Pig de la saison 4 est une vraie connasse prétentieuse que j'ai vraiment envie de voir finir entre deux tranches de pain avec du beurre. Pas dans les autres saisons bizarrement, hein, mais pas sûr que tout ça vous intéresse. Un Succession m'obsède depuis la fin de la saison la semaine dernière. Hein, je n'arrête pas d'y penser, hein, je me dis que si des types comme ça pouvaient faire une série Marvel, hein, ça serait complètement dingue, hein, ça serait avec un humour noir de fou et puis ça serait extrêmement bien écrit. Peut-être qu'on y aura droit le jour où Kevin Feige en aura marre de nous parler à nous autres grands enfants et qui voudra simplement parler à des grands. En attendant, moi je serai prêt, j'ai déjà les pétitions et j'ai prévu de louer les camions publicitaires pour aller les poster en bas du siège de Disney. En attendant, je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser des pouces bleus, à partager, hein, sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Ça fait chaud au cœur, hein. Je tiens évidemment à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année pour tous ceux qui les fêtent, hein. Ceux qui sont seuls, ceux qui sont un petit peu déprimés, ça peut être tout à fait normal, hein. Ne lâchez rien, hein. Janvier sera pourri, on sait très bien. Blague à part, hein, pour tous ceux qui voudraient discuter, qui auraient des idées un petit peu noires, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, même, hein, dans mes messages, hein. Tout est ouvert, hein. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous, bien sur les réseaux sociaux. C'est là où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, hein, qui reviendra aussi après les fêtes. Évidemment, c'est votre espace de liberté. Je vous fais d'immenses bisous, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Cette semaine, j'ai entendu la phrase « Je pense que c'est dans mon intégrité d'être pucé », hein. C'était ni Crypto, ni Defix, ni même Lassie qui aboyait ça, hein, mais une femme qui avait laissé l'entreprise nommée Disruptive Subderma lui insérer son passe sanitaire sous forme de puce sous la peau. Moi je veux bien, mais que si je le programme pour qu'il s'affiche la grosse tête d'Alan Moore si tu le scannes, hein, ou l'intégralité des Transmétropolitanes, hein, au moins ça.